On va pouvoir commencer du coup. Je vous remercie d'accueillir Daniel Garnier-Moirou qui va nous parler de Concours, un outil de CI/CD Container First. À lui la parole. C'est bon, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux alors qu'il y a des sessions très intéressantes à côté. Je refais le truc de ce matin. Qui ici est plutôt développeur applicatif, back-end, front-end, des applis, tout ça. L'exemple principal que je vais présenter ici, c'est de l'intégration continue pour une appli classique web. Cet outil peut s'appliquer à d'autres choses aussi. Donc on peut faire des ops avec, on peut déployer des plateformes, on peut monitorer des trucs et réagir à des événements. Bon, restez avec moi, essayez de ne pas fuir quand on va parler de Spring ou de trucs comme ça. Alors avant de commencer, je m'appelle Daniel Garnier, je travaille chez Pivotal Labs à Paris. On fait partie de Pivotal, qui est une boîte américaine qui fait principalement une plateforme as a service qui s'appelle Cloud Foundry, Pivotal Cloud Foundry. Et nous, la partie Labs, on est plutôt du service, donc on fait des projets avec des grands groupes. On les fait venir chez nous et on travaille avec eux sur un produit en pairing. On a des product managers, des designers et des ingénieurs comme moi. On leur apprend des méthodes un peu modernes de développement de produits, dont l'informatique. Donc on pratique l'extreme programming avec eux, on paire avec nos clients, on paire entre nous, on fait du TDD et on leur apprend à faire de l'intégration continue, du déploiement continu. Vous pouvez me contacter sur Twitter, là il y a mon handle, vous pouvez venir me voir, je serai à midi sur le stand Pivotal là-haut, donc n'hésitez pas à venir me donner du feedback, soit via l'appli, soit sur Twitter, soit en personne sur cette présentation, ça me permettra de m'améliorer pour les prochaines. Alors, petit disclaimer, ça peut aller un peu vite, c'est une démo d'un outil que vous connaissez pas forcément, le but c'est pas que vous reteniez toutes les commandes que je vais taper. Et puis que vous soyez des pros de concours en 45 minutes. Le but, c'est de vous donner un peu une idée de comment on peut travailler avec cet outil, comment on peut faire un peu d'itératif. Et vous donner envie peut-être de l'essayer une fois le talk terminé. N'hésitez pas, on aura du temps pour les questions, peut-être un petit peu de temps à la fin du talk et puis du temps pendant le déjeuner. Et le talk est enregistré, donc normalement, si ça vous a vraiment plu, vous pourrez le re-regarder. Donc le programme d'aujourd'hui, présentation rapide de Concours. Je vais pas taper sur Jenkins, donc s'il y a des gens qui aiment Jenkins, restez. On va parler de quels sont les concepts de Concours, les 3 grands concepts, la ressource, job, pipeline, de l'interface utilisateur de Concours, que ce soit en ligne de commande ou que ce soit l'interface web, et un petit mot d'architecture, parce que bon, on est au Paris Container Day, Concours c'est Container First, donc on va regarder un peu ce qui se passe avec les containers et Concours, et on va montrer comment Concours exécute un job avec plusieurs étapes. On fera une démo de l'outil. La première démo, ça va être un pipeline tout bête, juste pour montrer un peu à ligne de commande comment ça marche, comment je peux démarrer un pipeline, comment je peux interagir avec Concours, et après on va faire un premier vrai pipeline applicatif. Alors, Concours, ça a 4 ans maintenant. Ça a été créé chez Pivotal pour les besoins des gens qui faisaient Cloud Foundry. Et ils étaient assez insatisfaits avec les solutions, que ce soit hosted ou SaaS de l'époque. Et du coup, il y a un certain nombre de principes fondamentaux qui ont guidé la conception de ce truc-là. D'abord, c'est Container First. Donc, Concours refuse d'avoir des workers qui sont des machines sur lesquelles je fais tourner des jobs. Du coup, l'idée, c'est que vous n'avez pas de pollution d'un worker. Je fais tourner un job, ça installe un truc ou ça en efface un autre. Normalement, si je refais tourner le job, c'est idempotent, ça change rien puisque ça tourne dans un container. Quand le job il a fini de tourner, je trash le container et je peux recommencer. Donc, tous mes workers, ils sont stateless. Il me faut quand même un endroit pour mettre du state. Donc, j'ai fait un build, j'ai un artefact de build, je sais pas, un jar, un binaire de mon programme Go. Il faut bien que je le mette quelque part. Et du coup, il y a une abstraction autour de ça de Concours qui est la ressource. La ressource, c'est un endroit où je peux récupérer des choses, par exemple du code, et dans lequel je peux mettre des choses, par exemple des trucs compilés. Ça a été fait pour faire des pipelines, donc pas pour faire des monojobs avec 3 étapes et c'est tout. Les besoins des équipes Cloud Foundry, il y a un gros Cloud Foundry, il y a 25 VM qui démarrent. Avec je sais pas combien de dizaines de composants. Du coup, pour faire un build de ce truc-là, des tests d'intégration, si on doit tout rebuilder à chaque fois, ça prend un temps infini. Et du coup, on fait des pipelines et on peut builder de manière incrémentale. Et enfin, la dernière valeur qui guide ce truc-là, c'est pas d'interface utilisateur dans laquelle je peux me loguer, changer des trucs.
Donc toute la configuration de mon concours, elle est dans un fichier de config que je vais mettre en gestion de source. Je vais mettre dans mon Git et du coup il y aura pas Marie qui est l'experte de Jenkins qui va se connecter. Non mais j'ai merde, je dis Jenkins qui va se connecter, qui va changer des trucs, qui va configurer de manière très compliquée. Puis quand elle sera partie, on saura pas ce qu'elle a fait et on saura pas le refaire. Qui utilise Concourse ? Bien sûr Pivotal, puisqu'ils l'ont fait pour eux. Les équipes Spring, qui sont des équipes qui travaillent plutôt globalement, qui sont employées chez Pivotal, ils font leurs intégrations avec Concourse. Aussi des boîtes externes qui en parlent un peu, donc aux États-Unis, Ford, JPMC. Et en France, Orange est un peu vocal sur l'utilisation de Concourse. Ils l'utilisent pour leurs développeurs, pour des déploiements d'applis, genre appli web ou appli mobile. Donc intégration continue, déploiement continu. Et aussi leurs équipes d'Ops. Donc ils packagent des Bosch Release pour Cassandra, MongoDB, je sais plus trop. Alors, Concourse, 3 grands concepts, les ressources, les jobs et les pipelines. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris l'intégralité du truc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ressource ? C'est l'endroit où je vais stocker mon state entre 2 jobs de mon pipeline ou entre 2 runs d'un main pipeline. Donc il y a de nombreux types de ressources qui sont supportées par l'équipe qui fait Concourse. Donc par exemple Git, ça me permet de tirer, de pouler mon code ou ça me permet de faire un commit et de le pusher. S3, je peux mettre mon artefact buildé, time pour déclencher un build toutes les 5 minutes, gestion de version, etc. Plein de ressources community, les pull requests GitHub, si vous voulez faire du sonar. J'ai fait une ressource qui vous permet de déclencher des builds en fonction des prévisions météo de Yahoo Weather. Donc mon build il démarre que quand il fait beau. Et en gros, Concourse, ce qu'il peut faire avec ça, il peut faire que 3 choses. Il peut check, en gros il peut poller la ressource pour découvrir est-ce qu'il y a des nouvelles versions qui ont été produites. Donc typiquement, est-ce qu'il y a un nouveau commit ? Et s'il y a un nouveau commit, je vais pouvoir faire quelque chose. Ensuite, il peut get cette ressource au sein d'un job. Et en gros, c'est récupérer le contenu de la ressource. Pour un repo Git, ça va être cloner le repo et puis pouler au commit donné. Et enfin, il peut put pour uploader. Uploader mon truc dans un bucket S3. Donc en fait, c'est très simple d'implémenter une ressource Concourse parce que je prends un container de mon choix. Et dedans, j'implémente jusqu'à 3 scripts. Donc voilà, pour mon Weather, j'ai fait du Python qui va puller l'API, enfin qui va regarder l'API Yahoo Weather. Et il n'y a même pas de put parce que c'est pas moi qui déclare le temps. Donc typiquement, quand quelqu'un implémente une ressource, il met ça sur GitHub et le README est un peu le type de configuration qu'on peut faire. Donc voilà, la configuration de base pour Git, toutes les options qu'on peut avoir et un exemple d'utilisation et un détail de qu'est-ce qui se passe quand je clone mon repo, qu'est-ce qui se passe quand je fais un commit, etc. Donc relativement simple. Comment ça s'utilise ? Dans un fichier de pipeline, il y a une partie définition de mes ressources. Donc la première chose que je fais, je vais définir une ressource que je vais appeler backend repo, qui est type Git. L'URL de mon repo Git, c'est celle-là. Je vais regarder les changements uniquement sur la branche master. Et puis, je vais peut-être me connecter avec une clé privée. Bon, après, il y a d'autres façons. On peut faire du Vault, etc. Mais disons avec une clé privée. Et puis, dans ce repo Git-là, Concourse, il va regarder les passes que je lui dis. Par défaut, il regarde tout. Mais là, il va regarder que quand il y a un changement dans le dossier CI ou un changement dans le dossier backend. Il va dire, il y a un changement. Il va notifier qu'il y a une nouvelle version. S'il y a quelque chose qui change dans le dossier front-end, je notifie pas. Ça me permet de faire un build sur un monorepo que pour le back-end, par exemple. Quand j'utilise ma ressource, là j'ai un job et il a une étape de get. Donc il va récupérer le back-end repo, il va me le mettre à disposition dans un dossier repo et un petit flag trigger true qui dit quand Concourse détecte une nouvelle version, tu vas me lancer build back-end. Donc j'ai un nouveau commit, ça lance le build. Donc ça nous amène assez naturellement aux jobs qui sont là. Donc les jobs, c'est la deuxième brique. C'est maintenant j'ai ces ressources, je peux tirer et je peux pousser dedans. Du coup, à quoi ça me sert ? Un job, c'est une série d'étapes, des steps qu'on peut faire soit séquentiellement, soit en parallèle. Et la plus importante, la plus intéressante pour faire de l'intégration continue, c'est la task. En gros, ça me permet d'exécuter du code arbitraire dans un container. Donc typiquement, mon code qui fait les tests ou mon code qui fait le build. Et ça, c'est le cœur un peu d'un job. Et le job, il commence souvent par une étape de get. Donc je récupère des sources, ou je récupère une version, ou je récupère le temps, le moment de la journée. Et puis en général, ça se finit par une ou plusieurs étapes de put. J'ai un build, je vais le mettre à jour. Ok. Donc un job, ça ressemble à ça. Ça, c'est mon job canonique. Il va s'appeler build backend. Il a 3 étapes. Il a une étape de get, je récupère le code. Il a une étape de build et je vais décrire qu'est-ce qu'il va faire dans le build dans un fichier YAML ici.
et il y a une étape de put. Une fois que j'ai fini mon build, tu me prends mon output et tu le mets dans un bucket S3 par exemple. Et tout ça, pour les mettre ensemble, quand on les met ensemble, ça fait des pipelines. Donc un pipeline, c'est un assemblage de jobs qui tournent soit séquentiellement, soit en parallèle, soit un mix des deux. Et ce qui est assez particulier à Concours, c'est que le lancement de tous les jobs, il est contrôlé par les ressources. C'est quand il y a une nouvelle ressource que je vais lancer le job. C'est pas je fais un job 1 et puis après le job A il va déclencher le job 2. En fait la philosophie c'est le job A il produit une ressource 1 et le job B il va consommer la ressource 1 et il va la consommer quand elle aura été validée par le job A. Et c'est comme ça que Concours va coller les briques ensemble. Donc un petit exemple de pipeline, ça c'est Concours eux-mêmes, c'est leur ressource Git. Donc le truc pour obtenir ou pousser dans des repos Git, ça c'est un pipeline. Ils ont un job qui regarde les pull requests sur GitHub, ils ont un job qui build et ils ont un job qui ship. Donc ça c'est un petit pipeline, ça a été plutôt construit pour des cas d'utilisation comme ça. Donc vraiment plus massif, où j'ai plein d'étapes qui peuvent être en parallèle, qui peuvent failer, qui peuvent continuer, etc. Donc on peut faire des trucs très compliqués. Est-ce qu'il faut le faire ? Je sais pas, c'est une question dont on pourra discuter après, mais en tout cas on peut. Ok, donc ça c'est les 3 concepts. Maintenant comment on interagit avec Concours ? Il y a un site web, c'est ce que je viens de vous montrer, et c'est complètement immutable. Donc l'idée c'est personne s'y connecte pour aller changer des trucs. Quand je veux interagir avec Concours, j'utilise l'outil en ligne de commande qui s'appelle Fly, qui me permet par exemple de créer un pipeline ou de mettre un pipeline à jour, qui me permet de démarrer un job, faire un peu toutes les tâches auxquelles on s'attendrait avec de l'intégration continue. Il y a aussi des commandes qui m'aident à itérer sur mon pipeline. Donc par exemple, fly execute, je prends un fichier de définition de task, je prends des inputs et je l'envoie au worker Concours en dehors d'un pipeline et je lui dis tiens, exécute-moi ce truc-là. Donc si j'ai un script de build qui est un peu compliqué, et puis je me rappelle plus déjà comment est-ce qu'on tare les outputs d'un truc sur Linux, sur Mac, c'est pas pareil. Alors si je le fais sur Linux, j'aimerais bien tester. Avec des outils SaaS, genre Travis, souvent on se retrouve à faire plein de commits. On fait 10 petits commits pour débugger ce job-là. Avec Concours, on n'est pas obligé. On peut le faire en dehors du pipeline pour tester. Donc on le fait en local. Le build, il est exécuté à distance et les outputs me sont envoyés. Un autre truc qu'on peut faire, c'est intercept. C'est exécuter un shell dans un des containers qui a été utilisé pour faire mon build. Donc il y a un truc qui a planté. Je comprends pas très bien pourquoi. Je peux rentrer dans le container en SSH. C'est du TCP machin, mais je peux entrer en SSH, exécuter un shell et puis retester des trucs. Donc ça me permet de voir oui mais j'ai pas configuré mon proxy et du coup c'est pour ça. Ok. Ça c'est le diagramme d'architecture qui est sur le site officiel. Je le trouve un petit peu sec, donc je l'ai refait en plus simple. 2 gros types de composants, les frontaux web qui sont le cerveau de Concours. Donc c'est ce qui est en bleu ici. C'est ce qui va stocker l'état de Concours, c'est-à-dire quels sont les pipelines, quelles sont les versions de ressources qu'on connaît, etc. C'est ça qui va présenter le site web, c'est ça qui va présenter le serveur HTTP avec lequel Fly interagit. C'est ça qui fait l'enregistrement des workers et c'est ça qui choisit sur quel worker dispatcher des jobs. Et donc ça nous amène tout naturellement au worker, c'est juste pour faire tourner des jobs. Ça tourne que dans les containers. Ça peut être des containers des images Linux, ça peut être des workers Windows avec des images Windows, ou ça peut être des images, des containers macOS, parce que si jamais vous faites par exemple de l'iOS, pour builder, il faut builder sur un macOS. Donc là, on triche un peu, c'est pas vraiment des containers, mais on fait comme si. Et le worker, il fait du cache aussi, pour accélérer un peu mes builds. Donc c'est lui, comme tout tourne dans des containers, j'ai pas forcément envie de pouler les images à chaque fois, le worker, il va cacher un certain nombre d'images en local. Comme on est au Paris Container Day, on peut regarder un petit peu plus quels sont les composants du worker. Donc il y a 2 composants. Il y a ce qui s'appelle Garden, c'est un back-end de gestion de containers qui wrap, c'est compatible avec RunC. Donc on peut faire du Docker là-dedans. Ça faisait aussi des images Windows qui n'avaient rien à voir avec Docker. Ça a été développé pour Cloud Foundry, qui déploie dans son pass, ça déploie dans les containers. Et du coup, ils ont réutilisé cette techno, c'est open source. Donc ça, c'est ce qui va... il voit un job, il va me démarrer, arrêter des containers. Et l'autre composant, c'est ce qu'ils appellent Baggage Claim. Et Baggage Claim, c'est la gestion des volumes. Donc il va regarder les jobs et c'est lui qui va créer les volumes qui sont demandés par les jobs et c'est lui qui va les monter dans les conteneurs pour que les jobs les utilisent.
Donc si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, un job exécuté par concourse au niveau de mon worker. Donc là, je reprends mon job canonique, build backend, il récupère un repo Git, il fait un build, donc il prend en input le repo, et puis l'output, il va le mettre dans un dossier build, et à la fin, en output, je upload peut-être ma release dans un bucket S3. Donc la première étape, c'est du Git. C'est du Git. Donc, concourse, il va aller chercher l'image concourse Git, parce que c'est une des ressources qui est packagée par concourse. Il va m'en créer une, et il voit que là, je récupère une ressource qui s'appelle repo. Donc, il va me créer un volume avec baggage claim qui va appeler repo. Il va me le monter à un endroit un peu spécial de cette ressource-là, puis il va pouler mon code, il va le mettre là-dedans, et quand il aura pourri le code, il a fait ce qu'il est censé faire. Du coup, il trash le container. Mais il me garde le volume pour les étapes suivantes. Donc là, après, j'ai une tâche de build. Peut-être que le build, je le fais dans un container custom que j'ai fait moi. Parce que j'ai besoin d'outils, j'ai besoin d'un Chrome et d'un XVFB, parce que Chrome Endless n'existait pas encore. Donc j'ai mon petit container pour faire tourner les tests end-to-end. Donc il va pouler ce container, cette image-là, et me démarrer un container. Donc voilà, ma custom image. Et il va me monter le volume repo, parce que je lui ai dit, dans tes inputs, t'as repo. Il va trouver que j'ai des outputs et il va voir, il dit je connais pas le volume que je vais appeler build. Donc il va me créer un volume, il va me le monter aussi. Et il va me les monter tous les deux dans des directories. Et du coup après il va faire une étape de run qui est définie là, c'est un petit script qui va aller peut-être dans repo, peut-être ça va faire des tests, peut-être ça va faire un build, peut-être ça va packager le build et après ça va le copier dans le répertoire build. Du coup il a fini sa tâche, il trash le container et il passe à la dernière étape, qui est un put sur une ressource. Il monte implicitement tous les volumes qui ont été faits jusqu'ici. Et donc, ça me permet de réutiliser build. Et je lui dis, pour mettre dans le bucket S3, ce que tu vas mettre dans le bucket S3, c'est ce qu'il y a dans build backend, c'est une appli Spring, etc. OK, il finit son upload, il vérifie que l'upload a bien marché, il trash le container, tout le job est fini, il trash les volumes. Alors, il ne trash pas immédiatement. En général, les containers, ils restent un petit peu. Ils sont garbage collectés en fonction de la demande sur le truc. Donc, je peux aller inspecter ce qui s'est passé si jamais vraiment j'en ai besoin. OK, bon. La théorie, ça va, pas trop perdu. On va pouvoir passer un peu à la démo. Alors, j'ai normalement un concours qui est là. Voilà. Et il n'y a rien dedans. C'est normal parce que j'ai rien mis. Et je me mets dans mon shell. Est-ce que tout le monde voit? OK. Du coup, je vais faire mon premier pipeline. Et pour ça, je vais m'y connecter. Et je vais créer ce qu'on appelle une target. Une target, c'est juste une URL d'un concours. Comme ça, je peux me connecter avec Fly à plusieurs concours. On va l'appeler Paris Container Day. Login. Et puis, sur localhost 8080, il n'y a pas de mot de passe, il se connecte, parfait. Et du coup, là, je peux créer un pipeline pour ce concours-là. Donc, ça s'appelle setPipeline. On lui donne un nom. Je vais utiliser les flags qui sont courts parce que sinon, c'est trop long à taper. Je vais appeler ping. Et je vais utiliser la config qui est dans pipelines ping. Ouf. Et donc, voilà mon premier pipeline. Mon premier pipeline, il a juste un job qui s'appelle ping. Qui a juste une étape qui s'appelle ping aussi. Oui, je suis vraiment très très original sur les noms des trucs. Et je lui dis, c'est quoi ta configuration? Comment tu vas tourner? Tu vas tourner dans une image Docker. Ça va être une Alpine pour être un peu léger. Et comment tu vas runner? Tu vas utiliser l'exécutable qui s'appelle binping. Et puis tu vas pinguer google.com une fois. Donc je lui dis OK. Il me dit OK, je t'ai créé ton pipeline. Je peux venir le chercher ici, le mettre on pause et il se passe rien. Parce que si vous avez bien suivi, les jobs, ils démarrent que quand il y a des ressources qui démarrent, qui changent. Je vous ai menti, dans le GUI, ce qu'on peut faire quand même, c'est démarrer ou arrêter des jobs à la main. Donc là, j'en profite, je démarre le job ping, et on va voir ce qui se passe. D'abord, il va aller me chercher l'image Alpine, dans laquelle il va faire tourner mon code. Donc il faut qu'il la pool. Heureusement que c'est Alpine. OK, il a fini. Et du coup, là, il va pouvoir exécuter mon job tel que défini, donc le ping. Ça allait un peu vite. Là, il a fait ping google.com une fois, et il a eu une réponse. Donc, ping exit avec un code de retour 0, success, et concours est content, et il me dit que mon job est vert.
Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba du pipeline. Moi, je voulais vous montrer un petit peu les autres outils. Donc, je vous ai parlé de execute. Donc, en fait, on peut abstraire les tâches dans des dossiers, dans des fichiers de tâches. Et ça, c'est un peu ce qu'il y avait dans mon pipeline, mais en dehors du job, c'est juste une tâche. Bah, pareil, sur quoi ça tourne et qu'est-ce qu'il est censé faire. Donc, c'est le même ping. Et ça, je peux le faire exécuter par concours sans créer de pipeline. Donc, je dis fly execute. Et la config, elle est dans task ping, simple ping. Hop. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer au web, qui va transmettre au worker, qui va dire tiens, exécute-moi ça. Donc il va exécuter, il va me streamer les logs, et il va me dire bah ta tâche elle a réussi. Donc ça, je vais peut-être pouvoir la committer en version control. C'est pas très intéressant pour des tâches qui sont aussi triviales que ça. Donc si on regarde un petit peu des tâches plus complexes. Là, c'est une tâche qui a des inputs, par exemple. Donc, elle a un input, elle va avoir un dossier qui s'appelle input.dir. Elle a un output, un dossier qui va s'appeler output.dir. Elle a un paramètre, je peux la paramétriser, par exemple, pour faire des builds pour un environnement de debug versus un environnement de prod. Ça sera peut-être qu'avec un flag, je peux gérer ce truc-là. Ça tourne sur la même image. Et là, au lieu de faire un ping, en fait, ça va pinguer count fois. Donc, count, je vais le préciser en paramètre. Il va trouver l'adresse dans input.dir, adresse.txt. Et il va mettre les logs dans output.dir, output.log. Donc comment ça marche ? Chez moi, en local, j'ai un dossier qui s'appelle tmp concours. Dedans, il y a un dossier in, un dossier out. J'ai un adresse.txt. Donc je peux lui spécifier l'adresse dans laquelle que je veux qu'il ping. Donc quelle adresse on peut mettre autre que google.com ? Allez, Paris Container Day.fr, c'est ça ? Ok. Et du coup, là maintenant, je peux lui dire, tu vas fly execute la tâche qui s'appelle complex ping. Tu vas mapper un input qui s'appelle input.dir. Et tu vas prendre ce qu'il y a sur mon laptop là, dans tmp concours in, et tu vas l'uploader au worker. Et tu vas mapper un output. Donc ce qui va être produit dans output.dir, tu vas me le télécharger sur ma machine en local dans tmp concours out. Et je vais lui dire, tu vas peut-être pinguer 5 fois. Et je lui envoie ça. Et du coup, j'envoie la fichier de tâche. J'envoie aussi, j'ai zippé, j'ai tar gz mon input.dir avec fly. Il me fait le truc, il me dit succeeded. Il m'a pas streamé les logs parce que j'ai mis les logs dans output.log. Donc maintenant, je peux regarder ce qu'il y a dans tmp concours out output.log. Voilà, j'ai eu mes 5 pings sur Paris Container Day, ça a réussi. Donc du coup, peut-être que je peux committer ce genre de tâches-là dans mon repo. Ok, bon, ça c'était le pipeline simple. Maintenant, on va passer à un vrai pipeline un petit peu plus réaliste. Donc imaginez, moi je suis dans une startup et on a décidé qu'on allait révolutionner on va disrupter la façon dont les gens gèrent leur journée. Et du coup, on a fait un MVP et c'est une appli qui permet de gérer des to-do. Et du coup, ça permet aux gens de noter ce qu'ils ont à faire dans la journée et après de marquer ça comme fait. C'est vraiment super. Et grâce à une super campagne marketing virale sur Facebook, notre CEO a réussi à obtenir 2 millions d'euros de venture capitaliste. Donc ma CTO vient me voir et va me dire là c'est plus Daniel à mi-temps sur l'appli, on va scaler un peu l'équipe, on va embaucher 2 développeurs, donc vous allez travailler à plusieurs, ça va peut-être commencer à devenir intéressant et important de mettre de la CI. Donc ok, on va faire de la CI. Et le premier truc qu'on peut faire dans de la CI, c'est faire les tests. Donc cette appli, elle a un front-end, un back-end. Le back-end c'est du Java, le front-end c'est du React. Et donc je vais créer un nouveau pipeline, je vais l'appeler to-do. Et je vais lui mettre un petit flag magique que je vous explique tout à l'heure. Non, le contraire. Et je vais lui filer un fichier de config de mon pipeline. Donc pipelines, et on a le pipeline le back-end. Ok. Donc là, je vais dézoomer un petit peu. Oh non, je vais le mettre en plein écran comme ça. Donc le pipeline, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer une ressource et il va créer un job. Donc je vais dire oui. Je vais le lancer ici. Hop.
je l'unpause, et voilà, le pipeline il est là, et il va détecter tout seul un peu qu'est-ce qui va se passer. Donc on peut regarder la ressource et le job. Donc la ressource, c'est une ressource qui s'appelle backend repo, qui est de type Git, qui va regarder sur la branche master, qui va regarder dans ces passes-là, donc ça va uniquement dire qu'il y a des choses nouvelles quand il y a quelque chose qui change là. Ça va sur un repo Git qui est ici, et ça utilise cette clé privée, que vous pouvez prendre en photo. Normalement, je l'effacerai à la fin de la présentation. Et ensuite, ça va utiliser ce backend repo. Ça va trigger quand tu vas trouver une nouvelle version. Bah, là, il y a une nouvelle version parce que c'est la première fois que cette ressource est créée. Ça va la récupérer et puis ça va la filer à build. Et build, si on regarde un petit peu, c'est une tâche qui ressemble vachement à ce que je vous ai montré sur les tâches précédentes. Des inputs, une image dans laquelle ça tourne. Là, c'est une image locale parce que bon, c'est du Java, Maven, il y a des dependencies. Je fais pas confiance au réseau pour la présentation, donc j'ai pré-construit l'image. Éventuellement, vous pouvez construire les images dans vos pipelines vous-même. C'est ce qu'on fait typiquement. Et puis lui, il va exécuter un script, et ce script, c'est un truc classique. Ça va faire un peu de setup, et puis ça va faire un Maven Clean Package. Donc ça va faire tourner les tests et builder l'appli, et puis après, ça va déplacer le jar dans l'output. Donc il a fait ça, il est content, il a poolé mon image. Il m'a démarré le Maven Clean Package, il me fait mes tests, il m'a fait 2 tests, bon, peut-être pas très bien, mais il m'a fait 2 tests, il a dit il y a 0 failure, je suis content, et c'est vert. Donc là, en fait, on a un début d'intégration continue, parce que je fais un commit, ça déclenche un job, si ça marche, c'est vert, si ça marche pas, c'est rouge. Bon, tout ça, c'est un bon step 1, mais on peut aller un petit peu plus loin, en fait. On peut peut-être, plutôt que faire juste de l'intégration en continu, on peut faire un peu de delivery en continu. Donc je mets à jour mon pipeline. Je vais le démarrer là et je vais pas attendre. Hop. Là, je le redémarre à la main parce que j'ai pas envie d'attendre. Et mon pipeline il a changé. Il a 2 ressources supplémentaires. Il a une ressource CF, donc c'est un PCF que je démarre en local sur mon laptop. C'est un pass. Peut-être que vous pouvez utiliser Roku plutôt. Peut-être que vous pouvez utiliser App Engine ou peu importe. Peut-être que vous pouvez déployer sur Kubernetes si vous voulez. Là, je choisis de le faire comme ça parce que c'est facile et plutôt lightweight. Et une deuxième ressource, une ressource qui va être un bucket S3. Donc c'est un faux S3 qui s'appelle Minio. C'est un truc que je peux avoir dans un container. Il est là. Qui respecte plus ou moins l'API S3. Et donc ça me permet d'uploader même si j'ai pas le réseau. Et ça met à jour, donc ça met 2 nouvelles ressources, ça met à jour en disant ton job backend, il récupère toujours le code, il build toujours le code, mais maintenant il va uploader dans Cloud Foundry et il va uploader dans S3. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Si on regarde un petit peu l'étape de build, c'est un peu la même, sauf que là, on n'a pas téléchargé l'image au début, parce que le worker l'a caché, il l'a déjà téléchargé une fois, j'ai pas envie de la pooler encore une fois. Il me upload ça dans Cloud Foundry, et donc là, normalement, si je fais un curl API to do, et ben voilà, il me répond, mon appli Spring me répond, elle a été déployée en local sur mon PCF dev, et il m'a uploadé ça dans mon Minio. Donc si je regarde mon Minio, ici j'ai un nouveau package qui a été mis, et je mets en numéro de version, ça va être le chat du commit. Comme ça me permet de suivre tout ce qui a été buildé au fur et à mesure. Ok, donc on a fait le back-end. Un truc un peu naturel à faire derrière, c'est de faire la même chose pour le front-end. Je fais yes, je viens là, je démarre en attendant. Donc le front-end, ça va être le même type de job en fait, et les mêmes types de ressources qui vont être utilisées. Oups. Donc je rajoute un nouveau repo Git, donc une nouvelle ressource de type Git, branch master. Cette fois-ci, je vais regarder dans le dossier front-end. Donc même si c'est le même repo, quand je fais un commit dans front-end, il n'y a que front-end qui va être buildé, il n'y a pas back-end. Toujours la même URI, toujours la même clé privée. Un nouveau bucket, parce que je vais le mettre dans un bucket qui s'appelle to-do front-end cette fois. Et un nouveau job qui ressemble beaucoup au job précédent. Je get mon code, je build, je déploie dans CF et je déploie dans mon bucket S3. Donc si vous avez remarqué, là, il y a des choses qui se répètent un petit peu, notamment l'URL de mon Git, ma clé privée, la config de ce truc-là. En gros, il n'y a que le nom du bucket qui change. Donc comment est-ce que je peux mutualiser ces trucs-là dans mon pipeline ? Eh ben, avec Concourse, comme les pipelines sont en YAML, je peux
utiliser. Donc là, si on regarde par exemple ce job-là, il a un machin qui s'appelle front-end bucket. Hein. Donc je peux chercher front-end bucket. Ouais. Et donc le back-end bucket doit être juste au-dessus. Voilà. Il n'y a que les trucs spécifiques. Et toute la config S3, par exemple la clé d'accès, je peux la mutualiser dans une variable YAML, dans une encre YAML. Ça va faire de l'expansion. Ça va le chercher ailleurs dans le fichier, puis ça va me l'injecter. Donc ça, normalement, ça doit être en haut du fichier. Voilà. Donc là, j'ai ma config S3. Donc tous ces champs vont être, injectés dans mon job ou dans ma ressource. Et un autre truc que je veux vous montrer, c'est ici, private key avec des curly. Ça me permet d'injecter des paramètres en dehors. Donc par exemple, si j'ai des clés d'API, des clés SSH, j'ai pas besoin de les mettre dans mon repo. J'ai pas besoin de les mettre dans un vault non plus. Je peux l'avoir en local sur ma workstation ou dans l'espace. Et puis en gros, au moment où j'applique mon pipeline, je lui dis fais-moi une interpolation de ce truc-là, va me chercher la SSH key. Et du coup, dans le fameux flag -L, ça va charger les variables depuis cet endroit-là. Donc voilà, ça me fait le build, etc. Donc, ok, intégration, delivery continue du front et du back, mais c'est que des tests unitaires. Donc du coup, on peut aller un petit peu plus loin et puis faire des tests end-to-end entre ces deux trucs-là. Donc je fais yes, pareil. Et du coup, à quoi ça ressemble les tests end-to-end ? Ça va encore ressembler à la même chose. J'ajoute un repo et ce repo, il va contenir le code pour faire tourner les tests end-to-end. Donc typiquement, le truc Puppeteer ou les machins comme ça, qui va cliquer dans mon appli, qui vérifie que quand je crée une to-do, elle s'affiche bien, elle est bien dans le back-end, etc. Et ça va créer un nouveau job. Ce job, il va récupérer le code à utiliser pour faire les tests end-to-end, et il va récupérer ce qu'il y a dans les buckets. Mais il va rien en faire pour l'instant. En fait, il va juste utiliser cette dépendance comme ça, comme une trigger qui dit attention, quand il y a une nouvelle version du front-end qui est produite, relance les tests end-to-end. Et à la fin, il fait un script pareil, une tâche où il va exécuter mes tests. Donc si par curiosité, on veut voir à quoi ça ressemble, c'est moche, c'est du test café, mais ça va vite à implémenter. Donc ça, en gros, c'est un machin qui va lancer un Chrome, qui va se connecter à mon appli, et qui va tester les trucs, qui peut créer une to-do automatiquement, qui va tester qu'il peut faire une to-do et qui peut la marquer comme étant done. Donc voilà, ça je la fais tourner, je fais tourner la même chose mais dans un container. Donc là on voit la même chose qui est en train d'arriver. Le titre est correct dans mon environnement de CI. Il s'est créé une to-do. Et normalement, si tout se passe bien, il va savoir la marquer comme done. Donc là, je peux tester que mes deux composants développés séparément arrivent à fonctionner ensemble. Donc une fois que ça c'est fait, on peut pousser un step plus loin et dire maintenant je veux déployer en continu. Donc là, on a une petite équipe, on est 3 développeurs et demi, on travaille tous ensemble. Donc nous, on n'a pas envie de faire trop compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un déploiement Big Bang. On va tout prendre, on va tout packager et on va le garder dans un coin. Pour le redéployer si jamais il y a un problème, etc. Et donc on va créer un nouveau job release qui va tout prendre, qui va faire un fan-in et qui va me créer un package de déploiement et qui va déployer aussi. Donc à quoi ça ressemble ? Toujours un peu la même idée. Il y a le code qui va être utilisé pour faire la release, qui va zipper des trucs, qui va bouger des machins, qui est dans un repo, donc ça va être une ressource kit supplémentaire. Un nouveau target Cloud Foundry, parce que j'ai peut-être pas envie de déployer au même endroit que mon intégration continue. Un nouveau bucket S3 dans lequel je vais mettre le gros zip dans lequel il y aura et le front et le back. Et une nouvelle version une nouvelle ressource qu'on n'a pas encore vue de type semantic versioning. En gros, c'est ce qui va me permettre de suivre les numéros de version. Là, il va m'incrémenter à chaque build, il va m'incrémenter le numéro de la version. Ça démarre à 1.0.0 et il va mettre ça dans un fichier dans S3. Quand un déploiement réussi, il incrémente. Le job, c'est pareil. Ici, il y a un petit mot-clé aggregate, c'est-à-dire fait en parallèle. Là, j'ai envie de tout télécharger en parallèle et pas faire en séquentiel. Et du coup, il récupère ce qu'il y a dans le bucket du front-end. Donc, il dit, quand il y a une nouvelle version qui est publiée dans la ressource front-end bucket, et que cette nouvelle version a été validée par le job end-to-end, donc qu'elle est passée dans le job end-to-end ici, là,
Donc par exemple le Fontaine Bucket, il est produit là, il est validé par lui parce qu'il l'avait en input. S'il a réussi qu'il l'avait en input, c'est qu'elle est validée. Et ben tu peux trigger. Pareil, avec le Backend Bucket, tu peux trigger quand il a été validé par le end-to-end. Tu vas récupérer le code pour releaser, tu vas récupérer le numéro de version et tu vas récupérer le repo qui te dit comment packager. Tu fais ton package, tu déploies dans Cloud Foundry, tout d'un coup cette fois, pas séparément. Tu mets mon appli gzippé dans un bucket et une fois que tout a bien réussi, eh ben, tu bumpes le numéro de version. Comme ça, la prochaine personne qui va utiliser ce job-là, eh ben, elle aura le numéro de version 1.0.1 ici. Ça commençait à 1.0 et là c'est 1.0.1. Si je vais voir dans mon Minio, j'ai mon appli 1.0.0 qui a été déployé et j'ai ma version avec le numéro de version dedans. Donc ça c'est un pattern un peu fanine. On peut faire des trucs plus rigolos, plus microservices, typiquement des trucs fan-out. Là, je vais avoir plusieurs équipes. Peut-être que grâce à ce grand succès, ma CEO est retournée voir des VC et on a eu 15 millions de dollars. Et cette fois-ci, on va faire 2 équipes de développement. Le front-end, on va le faire à Paris parce qu'on est super artistique. Et le back-end, ça sera à New York. Et du coup, là, on va peut-être pas faire des gros packages pour tout déployer ensemble parce qu'on ne connaît pas forcément comment bossent les uns les autres. Donc, typiquement, un truc fan-out, ça ressemble à ça. Si vous voyez dans le concours, donc là, j'ai mis à jour, j'ai détruit mon job de release et j'ai créé 2 jobs de release distincts. Donc, j'ai quand même peut-être une équipe de QA qui va faire des tests end-to-end. Moi, je développe mon back-end. Quand il y a une nouvelle version, ça passe les tests end-to-end. Si les tests end-to-end sont passés, ça déploie, mais ça déploie que le back-end, ça déploie pas le front-end. Et donc, ce qui fait que pendant que ça tourne, on va voir un petit peu. Si je mets à jour mon front-end, là, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était une family-friendly app, mais là, avec 15 millions de dollars, je pense qu'on peut dire qu'on est une enterprise-ready app. Ouais. Ok. Mettez une mise à jour, très bien. Je commit enterprisify the app, all caps. Oups. Git push sur mon repo sur lequel concours écoute. Et normalement, donc là lui il fait son déploiement normalement. Et donc normalement, concours là va récupérer, va voir qu'il y a une nouvelle version. Quand il aura vu qu'il y a un nouveau commit dans le front-end, il va démarrer le front-end, puis démarrer le job end-to-end, puis démarrer le deploy front-end sans démarrer le deploy back-end. Donc voilà, ça c'est pour le plus gros de ma démo. En attendant que Concours détecte et fasse son petit cycle de vie, est-ce que vous avez des questions? Hey. Ton développeur front-end, il se fait un bug, là, il revient sur une version PowerPoint et tout. Comment est-ce que tu arrives à synchroniser la version de ton back-end et ton front-end? Alors, typiquement, ça c'est une excellente question, ça dépend un petit peu de comment tu veux travailler. Et ça, c'est les patterns. Concours ne te force pas à faire des trucs... tu vois, le pipeline, c'est assez simple et ça n'a pas trop d'idées de comment tu veux faire. Donc, c'est un peu à toi de mettre tes procédures en place. Donc là, si tu vas déployer en mode un peu microservice, un petit peu à part, un petit peu... dans ce cas-là, tu vas probablement tu vas faire des canary release, tu vas avoir... et du coup, ça sera au développeur front-end de fixer le canary. Il voit le canary exploser, il fixe son bug, il redéploie, ça refait une canary. Quand ça passe, ça va déployer comme ça. C'est un exemple. Si tu fais par contre en équipe plus intégrée où tu fais un gros zip, ton zip il a un numéro de version et dans ton step de packaging déploiement il peut dire j'ai raté le déploiement parce que je sais pas quoi, et il peut rollback. Ou tu peux avoir en fonction de ce que tu cherches, par exemple un pipeline, ça peut résoudre plusieurs problèmes. Donc par exemple l'intégration continue, c'est un problème, c'est je suis développeur, je suis en équipe, je vais avoir du feedback rapide sur le code que j'écris, je vais voir si mes tests y passent, les tests end-to-end y passent. Donc là ça va être un pipeline pour avoir ce feedback-là, et peut-être que pour le déploiement, je ferai un autre pipeline qui va lui gérer les trucs qui marchent pas. Tu peux avoir des tâches qui interagissent entre pipelines? Ouais, tu peux tout à fait avoir des tâches qui interagissent entre pipelines, parce qu'en fait, elles interagissent avec une ressource. Et donc, tu peux redéfinir la même ressource dans un autre pipeline ou une ressource légèrement différente. Je pourrais avoir un truc qui regarde tout mon repo dans un autre pipeline. Et dès qu'il y a un machin qui est changé, ça...
passe, les deux sont déployés. Alors, si dans l'exemple là, en fan-out, donc la question c'est si dans l'exemple qui est là, le test back-end explose, le back-end fonctionne, les tests end-to-end explosent, puis quelqu'un fait un commit sur le front-end, les tests end-to-end passent. En gros, qu'est-ce qui va être déployé? Est-ce que c'est juste le front-end ou est-ce que c'est le front-end et le back-end? Donc la façon dont les ressources concourses vont fonctionner, c'est je vais faire un build de mon back-end. Ça va produire une ressource qu'on va appeler 12. 12, elle va trigger les tests end-to-end et 12, ça va pas faire marcher les tests end-to-end. Donc je le déploie pas. Le front-end, je produis une version X. Donc ça met une version dans front-end bucket, ça relance les tests end-to-end, donc avec plutôt l'ancienne version de mon back-end, la version 11. Les tests end-to-end passent. Du coup, la version X qui est dans front-end bucket, elle a été validée par end-to-end, et donc ce petit carré-là, il va déclencher un trigger là. Par contre, la version 12, elle n'a pas été validée. C'est la version 11, donc il n'y a pas de nouvelle version validée par end-to-end, donc il n'y a pas de déploiement du back-end. C'est un vrai fan-out. Là, en fait, si le besoin, c'est valider la version 12 avec la nouvelle version du back-end. Du coup, il y a une... Avec la nouvelle version du front-end, par exemple. La nouvelle version du front-end, en fait, c'est valider la version du back-end qui a été... Alors typiquement, ça dépend avec qu'est-ce qu'il y a dans tes tests end-to-end, contre quoi ça tourne. Par exemple, là, le test end-to-end, il va l'exécuter, il pourrait l'exécuter au sein d'un container contre la version 12. Moi, j'ai choisi d'exécuter contre ce qui était déployé là. Donc ça dépend, c'est toi qui dis, tes tests end-to-end, est-ce qu'il marche contre la dernière version ou la dernière version qui a marché? Ouais, on peut relancer autant de fois qu'on veut. Mais normalement, c'est idempotent. Sauf flakiness, problème réseau, etc. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs instances de pipeline en même temps? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut dupliquer des pipelines, on peut paramétriser les pipelines avec les curly par exemple. Donc ce que les gens des ops Cloud Foundry chez nous ils font, donc les gens quand ils développent Cloud Foundry, souvent ils ont besoin d'un Cloud Foundry pour faire des tests, parce qu'ils déploient juste un composant, donc il leur faut un Cloud Foundry complet. Et donc il y a une page web en interne où ils cliquent je veux un Cloud Foundry version X. Et bien ce truc-là, ça va créer un nouveau pipeline qui va déployer Cloud Foundry en 1h30 ou je sais pas quoi. Et puis quand le déploiement sera fini, le pipeline sera détruit. Et donc je peux avoir plusieurs deploys. Non, en même temps. C'est-à-dire que je lance le même pipeline, éventuellement avec des validations manuelles, sur deux versions différentes. Ah, sur deux trucs. Alors là, l'idée c'est que il y a que une instance d'un job qui peut tourner en même temps. Donc je peux avoir plusieurs jobs dans le pipeline qui tournent, mais pas tout le même pipeline. Donc front-end, il peut marcher qu'une seule fois à la fois. Si tu veux faire des versions différentes, il faut dupliquer ton pipeline. Donc on ne peut pas l'adapter à un déploiement dans des environnements multiples, par exemple. Dans la version V0 dans un environnement de pré-prod et la version V1 qui est déjà arrivée en intégration. Donc typiquement, ce qu'on peut faire avec ça, des patterns qu'on a mis en place, c'est quand tu tags ton numéro de version, après tu peux rajouter des jobs dans ton pipeline qui peuvent être éventuellement validés manuellement ou validés avec un système externe, une ressource externe, un repo Git, qui dit le PM il a vu la feature, il dit OK, il clique et ça va mettre à jour la ressource, ça va mettre le job de déploiement de la V1. C'est plus tu vas rallonger ton pipeline que faire des pipelines parallèles. Mais comment au niveau de ton pipeline tu visualises planète 0 et planète dans chacun des environnements? Alors ça c'est vachement... Concours, il y a des outils qui sont, je pense à GoCD par exemple, qui sont vachement faits pour que tu traques le numéro de version, que tu traques le commit. Ça a été fait pour des trucs plus gros où dans un seul repo, un numéro de commit, ça veut pas dire grand chose parce qu'il peut y avoir plusieurs composants. Néanmoins, ce que tu peux faire, c'est quand tu regardes un job qui est en train de tourner, celui-là n'est pas très intéressant, j'aurais préféré l'ancien pipeline, mais en gros, il te dit quelle version a été utilisée. Donc ça, le commit hash, c'est la version. Et du coup, après, tu peux regarder pour chaque version, elle a été en input de tous ces jobs-là et elle a été en output de ces jobs-là. Donc tu peux suivre un peu où elle est dans ton pipeline. C'est pas fait pour avoir une vision unifiée d'un truc que tu juges comme étant la ressource principale. Donc je peux pas voir où en est mon commit Y. C'est plus fait pour qu'il y ait des choses qui se passent en parallèle. Et après, donc vraiment un truc plus cloud ou plus je vais déployer, ça peut exploser en production et je le verrai. Et du coup, je vais avoir des procédures pour revenir en arrière qui sont un peu en dehors de ça. On a un petit peu dépassé l'horaire. Donc si vous voulez continuer les questions, n'hésitez pas. Pendant le déjeuner, je serai là. Je serai
à l'étage du dessus. Et puis Twitter, mail, tout ça. Merci à tous.